Salut à toutes et à tous. Quand on regarde autour de nous, des coraux multicolores, des tortues géantes, des forêts de peupliers immenses, le monde vivant est d'une diversité absolument incroyable. Mais la question c'est, comment toutes ces formes de vie si différentes les unes des autres font-elles pour continuer à exister, pour perdurer? C'est justement ce mystère qu'on va essayer de percer ensemble aujourd'hui. Et ça nous amène directement à notre problématique, la grande question qui va nous servir de fil rouge. Comment les êtres vivants se reproduisent-ils? Est-ce que toutes les espèces s'y prennent de la même manière pour assurer leur descendance? C'est ce qu'on va découvrir. Alors, voilà le programme de notre exploration. On va d'abord poser les bases, le b.a.-ba, ensuite on plongera dans le monde des animaux, puis celui un peu plus secret des végétaux. On verra aussi un outil super important pour les scientifiques et on terminera par un grand bilan. Allez, c'est parti. Bon, on entre dans le vif du sujet. Pour vraiment piger les différentes stratégies, il faut d'abord qu'on soit au clair sur les deux grands modes de reproduction qui existent dans le monde vivant. Alors, voilà la différence fondamentale. D'un côté, on a la reproduction sexuée. Là, il faut être deux, un parent mâle et un parent femelle. Leur rencontre va créer un nouvel individu qui sera unique, un vrai mélange des deux. De l'autre côté, on a la reproduction asexuée, et là, un seul parent suffit pour donner naissance à une copie conforme de lui-même. On appelle ça un clone. Ok. Maintenant, pour qu'on puisse parler de reproduction sexuée comme de vrais scientifiques, il y a quelques mots de vocabulaire super importants à connaître. Le premier mot, et c'est sans doute le plus important de tous, c'est la fécondation. C'est vraiment le moment clé, l'étincelle qui démarre une nouvelle vie. C'est quand une cellule reproductrice mâle et une cellule reproductrice femelle se rencontrent et fusionnent. Et justement, ces cellules reproductrices, comment on les appelle en langage scientifique? Eh bien, leur nom, c'est les gamètes. Pour le mâle, on parle de spermatozoïdes, et pour la femelle, d'ovules. Et juste après cette fusion, cette fécondation, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient une toute nouvelle cellule, la toute première, la cellule œuf. Les scientifiques, eux, l'appellent aussi zygote. C'est quand même incroyable de se dire que c'est le point de départ de tout nouvel individu. Maintenant qu'on a le vocabulaire bien en tête, allons voir ce qui se passe dans le règne animal. Comment ces fameux gamètes font-ils pour se rencontrer? Et vous allez voir, il y a deux stratégies qui sont vraiment aux antipodes l'une de l'autre. Attention, accrochez-vous bien, le chiffre c'est plusieurs centaines de millions. C'est la quantité juste astronomique de cellules reproductrices que les coraux libèrent tous en même temps dans l'océan. On peut dire que c'est une stratégie qui mise tout sur la quantité. La stratégie du corail, et ça porte un nom, c'est la fécondation externe. Tout se passe dehors, à l'extérieur du corps des parents, directement dans l'eau. Les gamètes sont libérées et c'est un peu la loterie. La rencontre se fait au hasard des courants. C'est une méthode qui, évidemment, ne peut marcher que dans l'eau. On mise tout sur le nombre pour maximiser les chances qu'une rencontre ait lieu. Et à l'exact opposé, on a la tortue. Là, on ne laisse rien au hasard. Il y a un accouplement. Ça permet au mâle de déposer ses gamètes directement à l'intérieur du corps de la femelle. Résultat, la rencontre est garantie. On voit bien les deux stratégies qui s'opposent. D'un côté, la fécondation externe. On fait énormément de descendants potentiels, mais chacun a une très faible chance de survie. De l'autre, la fécondation interne. On produit beaucoup moins de descendants, mais en contrepartie, ils sont bien protégés à l'intérieur de la mer, ce qui augmente énormément leurs chances de survie. Allez, on quitte les animaux pour passer au monde végétal. On a tendance à penser que les plantes sont immobiles, passives, mais elles ont développé des stratégies de reproduction qui sont tout aussi géniales que celles des animaux. Chez les plantes à fleurs, la reproduction sexuelle repose sur un petit voyageur, le grain de pollen. C'est lui qui contient les gamètes mâles. Et pour que la fécondation ait lieu, il doit être transporté soit par le vent, soit par des animaux comme les abeilles, jusqu'à une autre fleur. Là, il pourra enfin rencontrer l'ovule. Ce processus, c'est ce qu'on appelle la pollinisation. Mais attention, les plantes ont plus d'un tour dans leur sac. Elles maîtrisent aussi la reproduction asexuée, qu'on appelle aussi la multiplication végétative. C'est un peu leur super pouvoir pour se cloner. Imaginez, un simple fragment de la plante mère, une tige, une feuille, peut suffire à donner naissance à une nouvelle plante, un individu complet et génétiquement identique. C'est exactement ce qu'on fait en jardinage avec le bouturage ou le marquetage. Et pour vous donner une idée de l'échelle, regardez ça. En France, la plupart des forêts de peupliers qu'on exploite pour le bois, ce sont en fait d'immenses collections de clones. Ils sont tous issus d'un même arbre parent, obtenu par reproduction asexuée. C'est quand même dingue, non? Alors, pour bien comprendre et surtout pour bien expliquer des processus aussi complexes que la fécondation ou la pollinisation, les scientifiques ont un outil indispensable, le schéma. Savoir en faire un, c'est une compétence vraiment essentielle. Alors voyons ensemble comment on réalise un bon schéma, un schéma clair et efficace. Voilà la recette d'un schéma réussi, c'est en 5 étapes toutes simples. Premièrement, un titre clair.
Deuxièmement, on identifie les mots-clés, les éléments importants qu'on veut montrer. Troisièmement, on utilise des symboles, des couleurs, des flèches pour montrer les liens entre les éléments. Quatrièmement, on n'oublie pas la légende pour expliquer tout ça. Et enfin, cinquièmement, si c'est un processus, on numérote les étapes pour montrer l'ordre logique. Avec ça, impossible de se rater. Super. Il est temps maintenant de faire le bilan, de récapituler tout ce qu'on a découvert sur les stratégies incroyables que le vivant a mises en place pour se perpétuer. Et voici le mémo SVT. C'est un peu la fiche de révision parfaite. On y retrouve toutes les définitions clés qu'on a vues, la différence entre reproduction sexuée et asexuée, la fécondation externe et interne, et bien sûr la fameuse cellule œuf. Gardez ça bien en tête, c'est essentiel. On a donc bien répondu à notre problématique de départ. Les êtres vivants se reproduisent soit de manière sexuée, soit de manière asexuée, avec des stratégies super adaptées à leur environnement. Mais toute cette exploration, elle soulève une nouvelle question, non ? On a parlé des coraux, des tortues, des plantes, mais l'espèce humaine dans tout ça ? Eh bien, ce sera justement le sujet de notre toute prochaine exploration. Si ce cours vous a plu et vous avez dû y voir plus clair, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner pour ne rien manquer de la suite de nos découvertes. À très bientôt!